Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Sénégal, la défense d'Ousmane Sonko refuse toute réplique à la sortie de l'accusatrice de l'opposant. Adji Sarr maintient que le député l'aurait violée à plusieurs reprises. Les avocats se disent concentrés sur la procédure judiciaire. Au Niger, l'opposition ne pourra pas être dans les rues ce samedi. La marche projetée a été interdite par les autorités de Niamey. Elle visait à protester contre la victoire de Mohamed Bazoum. Et puis Vladimir Poutine propose une discussion directe à son homologue Joe Biden. Le président russe tente de réagir aux propos du président américain, le qualifiant de tueur. C'était lors d'une interview. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Et au Sénégal, retour sur cette affaire Sonko où la défense de l'opposant se dit concentrée sur la procédure judiciaire en cours contre son client. La défense rejette ainsi une quelconque réponse publique à l'intervention devant des télévisions de celle qui accuse son client de viol. Les détails. Les déclarations d'Adji Sarr, la Sénégalaise âgée d'une vingtaine d'années, qui réclame justice, ont fait la une de la plupart des journaux jeudi et électrisé les réseaux sociaux. Restée silencieuse jusqu'alors, elle a maintenu que le député l'avait violée à plusieurs reprises dans le salon de beauté de Dakar où il venait se faire masser et l'avait menacée de mort si elle parlait. Elle a dit qu'elle était enceinte de ses œuvres. Elle a démenti que sa plainte soit une manipulation de la part du camp présidentiel, comme le proclame le parlementaire de l'opposition. Adji Sarr a exprimé sa volonté de voir justice rendue le plus vite possible et a mis au défi Ousmane Sonko de jurer sur le Coran qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel avec elle. L'un de ses avocats a décliné toute réaction aux propos de la plaignante. Maître Bamba Cissé a déclaré que la défense préfère suivre sa procédure au plan judiciaire et ne pas s'épancher dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, dément catégoriquement ces accusations. Il dénonce un complot ourdi par le président lui-même pour l'écarter de la présidentielle de 2024, dont il s'annonce comme l'un des principaux concurrents. Ousmane Sonko, 46 ans, a été inculpé le 8 mars pour viol et menace de mort et placé sous contrôle judiciaire après 5 jours de garde à vue. Les conditions de son contrôle judiciaire lui interdisent de s'exprimer sur l'affaire. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a menacé ce jeudi par la voix de son avocat de briser le silence. Un grand déballage qui changerait donc beaucoup de choses, a-t-il précisé. Pour rappel, l'ex-président est inculpé pour corruption et placé sous contrôle judiciaire. Le 12 mars dernier, un juge d'instruction a inculpé et placé sous contrôle judiciaire Mohamed Ould Abdelaziz ainsi qu'un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hommes d'affaires. L'ex-président doit désormais se présenter à la police 3 fois par semaine et demander l'autorisation du juge pour quitter Nouakchott, la capitale mauritanienne. Lors d'une conférence de presse, Mohameden Ould Ichedou, l'un des avocats de l'ex-président, a déclaré que si la supercherie actuelle continue, qu'il est sûr que son client brisera le silence, ceci malgré son attachement à la Constitution et à son article 93, qui le mettent à l'abri de toute action judiciaire devant les tribunaux ordinaires. Je suis sûr également que si Mohamed Ould Abdelaziz parle, ses propos feront du remue-ménage dans le pays et auront pour conséquence de changer beaucoup de choses, a-t-il ajouté, mais sans préciser la nature des révélations qu'il pourrait faire, ni à qui elles pourraient nuire. L'avocat a aussi indiqué avoir introduit un recours contre l'inculpation et le placement sous contrôle judiciaire de l'ex-président. Après plus de 10 ans au pouvoir entre 2008 et 2019, cette inculpation représente une nouvelle étape de sa mise à l'écart sous son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de cabinet et ministre, dont il avait pourtant préparé la session à la présidence.
L'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz crie au règlement de compte. Son successeur a constamment invoqué l'indépendance de la justice. La vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment ce vendredi pour succéder au président John Magufuli, décédé, c'était mercredi dernier. Elle devient ainsi la première femme à diriger ce pays d'Afrique de l'Est. Le décès de Magufuli a été annoncé mercredi dernier. Précision. Samia Suluhu Hassan a promis d'obéir et de protéger la constitution tanzanienne lors de la prestation de serment ce vendredi. Selon la constitution tanzanienne, cette musulmane de 61 ans, originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, doit rester au pouvoir jusqu'à la fin prévue du mandat de Magufuli, soit en 2025. Elle est désormais l'une des 2 femmes actuellement au pouvoir en Afrique, avec l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, dont les fonctions sont honorifiques. La constitution tanzanienne prévoit que Hassan propose un vice-président après consultation du parti auquel elle appartient, le CCM. Ce choix devra ensuite être validé par un vote de l'Assemblée nationale en présence d'au moins 50% des députés. Le CCM a convoqué une réunion extraordinaire de son comité central samedi. Samia Suluhu Hassan, colistière de John Magufuli lors des élections remportées en 2015 et 2020, avait annoncé mercredi soir à la télévision le décès du chef de l'État âgé de 61 ans. Ce dernier, qui n'était plus apparu en public depuis le 27 février, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques. Son absence inhabituelle avait alimenté les rumeurs qui le disaient atteint de la Covid-19, une maladie qu'il n'avait cessé de minimiser. Les autorités avaient jusqu'à présent démenti toute dégradation de son état de santé. Le principal opposant, Tundu Lissu, a affirmé jeudi que, selon ses propres sources, le président était mort du coronavirus mercredi de la semaine dernière. Il est le 2e dirigeant d'Afrique de l'Est à mourir dans des circonstances controversées, après le président burundais Pierre Nkurunziza, également sceptique sur la Covid-19, est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque en juin dernier, après que sa femme a été transportée à Nairobi pour y être soignée du coronavirus. Au Niger, une marche de l'opposition annoncée pour ce samedi a été interdite. La manifestation devrait se tenir dans la capitale Niamey. Objectif, protester contre l'élection à la présidentielle de Mohamed Bazoum, dauphin du parti au pouvoir, du président du parti au pouvoir. Une décision de la ville de Niamey précise que la marche annoncée pour ce samedi est interdite pour risque de trouble à l'ordre public et pour des raisons d'urgence sanitaire liées à la pandémie du coronavirus. L'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante de l'élection de Mohamed Bazoum, très proche du président sortant Mahamadou Issoufou, avec 53,7% des voix, a été contestée par son rival Mahaman Ousmane, qui a revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix. La coalition de l'opposition, CAP 2021 et ses alliés, avaient appelé toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à se lever comme un seul homme et se rassembler autour du président Mahaman Ousmane pour empêcher la confiscation de leur victoire. Peu après l'annonce par la CENI le 23 février des résultats provisoires donnant la victoire à Mohamed Bazoum, des manifestations avaient éclaté dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Niamey. Plusieurs pillages et destructions de biens publics et privés avaient été commis. Ces troubles se sont poursuivis pendant 2 jours, faisant 2 morts et plusieurs blessés selon les autorités. Plusieurs centaines de personnes avaient été arrêtées. La marche et le meeting de samedi avaient également pour objectif de réclamer la libération des opposants détenus. Au Gabon, les athlètes paralympiques manquent d'infrastructures pour s'entraîner, alors qu'ils doivent donc défendre les couleurs du pays dans quelques mois. Ils se contentent du peu, mais attirent toujours l'attention des autorités sur l'état des lieux qui ne favoriseraient pas leur bonne performance. Précision. Davi Moukani sue à grosses gouttes sous le cagnard. Il enchaîne tour de piste et sprint sous le regard de son coach. L'athlète gabonais amputé du bras droit s'entraîne sur une piste jonchée d'herbes et de cailloux râpeux pour les Jeux paralympiques de Tokyo prévus fin août. Il court dans le stade du lycée technique d'Ouendo, à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale gabonaise, Libreville. Les lignes démarquant les couloirs sur la piste ont été effacées par le temps et l'usure. Les conditions dans lesquelles je travaille, elles ne sont pas très adéquates. Du coup, j'aimerais bien
que la fédération, le gouvernement prennent un peu part sur les sportifs. Parce que je m'entraîne avec les moyens de bord, en fait. Il n'y a rien. Je me débrouille comme un vrai Gabonais. Le manque de matériel, Mengue Pambo le constate aussi. Le matériel qu'il faut, on n'en a pas. Pour proprement le dire, on n'en a pas. Vous-même, vous l'avez si bien constaté. Il y a un manque de matériel. Donc, pour des entraînements, pour une performance assez efficace, vraiment, c'est compliqué. Il faudrait que le gouvernement essaye de mettre un peu plus d'accent sur le sport des personnes handicapées, afin que nous puissions apporter plus de performances au niveau de notre pays. Les athlètes paralympiques du Gabon, petit État pétrolier d'Afrique centrale d'environ 2 millions d'habitants, ont participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2008 à Pékin. Le pays a ensuite envoyé un représentant à Londres et à Rio, sans jamais ramener de médaille. 3 sportifs s'entraînent pour obtenir leur ticket pour le rendez-vous de Tokyo, prévu du 24 août au 5 septembre. Et cette réponse du président russe Vladimir Poutine à l'américain Joe Biden, le président russe a proposé à son homologue américain une discussion diffusée en direct dans les jours à venir. Il a fait cette proposition en réponse aux accusations du président américain qui a donc estimé qu'il pouvait être qualifié de tueur. À la télévision russe, Vladimir Poutine a déclaré vouloir une discussion diffusée en direct dans les jours qui viennent, en réponse aux accusations du président américain Joe Biden, qui a estimé qu'il pouvait être qualifié de tueur. Le président russe a ajouté que la conversation devrait avoir lieu sans délai vendredi ou lundi. Vladimir Poutine a assuré qu'il allait donner l'ordre au ministère des Affaires étrangères d'initier cette rencontre virtuelle. Nous ne devons pas échanger dans le dos de l'autre. Nous pouvons et nous devons poursuivre nos relations. D'ailleurs, j'y ai pensé. La dernière fois que nous avons eu une conversation téléphonique, l'initiative est venue du président Biden. Je voudrais proposer au président Biden de poursuivre notre discussion, mais à condition que nous le fassions en direct, en ligne comme on dit. Il s'agirait d'une discussion ouverte en direct. Je pense que ce pourparler en ligne serait intéressant pour les peuples de Russie et des États-Unis, ainsi que pour de nombreux autres pays. Je veux dire qu'en tant que plus grande puissance nucléaire, nous avons une responsabilité particulière pour la sécurité stratégique de la planète. Nous pourrions parler des relations bilatérales, de la stabilité stratégique et du traitement des conflits régionaux, et il y en a beaucoup, et des autres défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Le président russe Vladimir Poutine s'exprimait en marge d'un événement au stade Loujniki de Moscou, célébrant l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, point de départ de relations russo-occidentales toujours plus conflictuelles. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.